Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Dark Heresy, première édition, épisode 1. Présentation des personnages et présentation de cet univers ultra dark dans le futur cosmiquement dark. Et c'est du Warhammer 40 000 si vous ne saviez pas. Publication initiale sur YouTube en août 2015, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, comme on dit toujours. Je devrais dire un jour d'où ça vient de faux contacts. Mais de faux contacts, c'est Bonne une émission. blague de Manu Toro. Qui est mort. Et donc, nous sommes ici de retour... Qui est mort. C'est vrai. Ouais, ah oui, le super humoriste qui est mort. Oui. Et donc, nous voici de retour dans Histoire au coin du D20, où nous vous contons nos fameuses histoires de jeux de rôle Au coin du D20. au coin du D20 et où nous buvons de la bière. Aussi. Ah ouais. Mais pendant qu'il sort les bières, Mhm. quelles sont ces bières d'ailleurs? Pour une fois, on vous a trouvé vraiment des bières Ouais. que vous connaissez probablement pas. C'est la jambe de bois. Évidemment, il y a certains d'entre vous qui vont dire « Ah mais tiens, mais je la connais !» Mais c'est pas une des bières Trappist belges super connues comme souvent on présente comme des bières. Tiens. Merci. Ah oui, c'est une bière de Bruxelles. Enfin, j'ai déjà goûté une fois, pour être tout à fait franc avec vous. D'accord. Dark Heresy. Dark Heresy. Mais quel est ce jeu de rôle, Gilus? Bon, on va voir en fait. Et pour une fois, je ne sais pas quel goût qu'elle a. Elle est bonne. Elle est fruitée. Elle est bonne. J'aime assez bien. Premier goût. Deuxième goût. Troisième goût. Elle reste un petit peu sur le fond de la langue. Non, C'est elle pas aurait mal. dû être un petit peu plus fraîche. Elle aurait dû être un peu plus fraîche, ça c'est vrai. Mais Gilus, très de tergiversation, les gens attendent du jeu de rôle. Évidemment. Dark Heresy. Eh bien, qu'est-ce que Dark Heresy? C'est le jeu de rôle de Warhammer 40 000. Alors, il y a de bonnes chances que la plupart d'entre vous connaissiez. C'est l'un des jeux de rôle de Warhammer. Oui. Il y a de bonnes chances que la plupart d'entre vous connaissiez l'univers de Warhammer 40 000, qui est donc à la base est un jeu de figurines, édité par Game Workshop. On va pas vous faire toute l'histoire parce que ce serait compliqué, mais grosso merdo, c'est un space opéra. Je pense qu'on peut le dire. Space Opera, c'est plutôt... Non, c'est pas ça un space C'est opéra. pas Flash Gordon. Non, du tout. mais un space opéra, c'est un univers de science-fiction futuriste très éloigné de notre monde. C'est ça un space Oui, opéra. on peut dire ça comme ça. Je veux dire, Dune est un space opéra. Warhammer 40 000, donc c'est un univers extrêmement sombre. C'est vraiment le Dark Age, l'âge sombre du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle Transposé. le Moyen-Âge technologique. Ouais. Donc c'est avec des seigneurs et des gueux et des villes lépreux et la peste. Mais tout ça avec des implants bioniques, des vaisseaux spatiaux, Des mutants. des mutants, des horribles sorciers qui invoquent des démons, En fait, mais des fusils laser à côté de ça. c'est plus compliqué que ça, mais basiquement, c'est le monde de Warhammer transposé dans le futur. Parce qu'il y a les mêmes. Basiquement, c'est ça. Tu as aussi l'empereur Dieu, tu as un peu la même mentalité, tu as des orques, tu as des elfes, tu as des nains. Même que les nains, ils sont disparus. Ouais, ils ont été virés. Etc. Ah, il y en a qui disent que c'est contemporain, Warhammer et Warhammer 40 000. Et que Warhammer Évidemment. est un monde perdu dans Tout à fait. l'œil de la terreur. Mais c'est un monde extrêmement... Déjà, la première règle de Warhammer 40 000, c'est qu'il n'y a pas de gentil. Tout le monde est un extrémiste dans Non, son Je genre. suis désolé, les orques sont les gentils. Je suis d'accord. Pour moi, les orques sont Non. les meilleurs. Allez voir ma vidéo sur Gurkha. Non, ce que je veux dire... Oui. Blablabla. Ce que je veux Non, mais dire, je vois c'est que tu as envie de parler. Alors, c'est allez. que, basiquement, l'humanité est extrêmement dispersée à travers l'univers et vénère l'empereur Dieu, Mhm. qui est un être qui a été créé génétiquement pour être le Dieu de l'humanité et qui est d'une puissance infinie. En fait, il est quasi mort, mais il est toujours d'une puissance infinie. Oui, enfin, on n'est pas obligé de parler On de va pas l'empereur rentrer, et on tout. va pas tout vous On raconter, va pas parce que c'est rentrer très dans les compliqué. détails, mais oui, effectivement, il y a eu à l'époque, il y a 10 000 ans de cela, un Superman, mais un vrai Superman, est apparu et a fédéré toute la galaxie pour en faire un empire galactique. Sauf que c'était plus ou moins positif, on va dire. Il y a beaucoup d'extrémisme religieux dans cette Voilà. histoire. Et donc l'empereur a été mortellement blessé par son pire ennemi, le champion du chaos,
Et donc, ils l'ont mis dans une espèce de stase, où il est maintenant ce qu'on pourrait appeler un cadavre maintenu, enfin, il est dans un coma depuis 10 000 ans. Et son corps se dégrade, mais son esprit est toujours là. Et comme c'est un psyker, un mec avec des pouvoirs psychiques extrêmement puissants, il est devenu véritablement un dieu pour les milliards d'êtres humains qui composent l'Imperium, donc l'Empire. Et c'est dans ce contexte... Mais l'empereur est le phare qui illumine face au chaos. Très important, on va vite fait dire, le chaos. Les humains sont peut-être pas très sympas, mais le chaos, c'est... Tu vois, c'est pour ça qu'on comprend jamais les règles des jeux que tu crées. C'est parce que quand tu dis on va faire simple, tu fais déjà compliqué pour tous les gens normaux. On va pas faire... Enfin, ok. Si tu avais vraiment voulu faire simple, c'est dans le futur, il y a des démons, il y a des sorciers, et il y a des flingues laser et des vaisseaux. Bon, le chaos, c'est vraiment... ils viennent du warp, qui est une dimension parallèle. Le warp. Et il y a 4 dieux du chaos qui ont chacun leur démon. Et en gros, le chaos représente à courte ou longue échéance la fin de toute vie dans l'univers. C'est un peu différent. Enfin bon, moi je ne vais pas tout révéler. Mais oui, effectivement, il y a des puissances démoniaques qui veulent prendre l'humanité, qui veulent s'emparer des âmes de l'humanité. Et outre tout ça, il y a aussi des extraterrestres qui sont tous plus méchants ou étranges les uns que les autres. Même les elfes, en général, on dit les elfes sont sympas. Ils sont pas maléfiques, certainement pas, mais ils sont certainement pas sympas non plus. Les Eldar, non, ils en ont rien à foutre. Ils considèrent les humains comme des cafards. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, pour protéger l'humanité contre tous ces périls, eh bien, il existe, j'allais dire une agence, c'est pas vraiment une agence. Le Men in Black. C'est l'agence de risque. L'agence de risque. Il existe un ordre de personnes qui, dans l'ombre, défendent l'humanité contre tous ces périls. Et cet ordre, c'est l'Inquisition. L'Inquisition de l'Imperium. Et ceux qui se connaissent un petit peu allaient dire les Space Marines, mais non. Oui. Les Space Marines, c'est une autre histoire. Mais il y a d'ailleurs, dans la même gamme de jeux que Dark Heresy, il y a Deathwatch, qui est un jeu de rôle qui vous permet de jouer des Space Marines. Je n'ai pas le bouquin. C'est quoi les deux autres? Il y en a un pour jouer du côté du chaos. Mais oui, il y a Black Crusade qui permet de jouer, alors là, des suppôts du chaos, dont je possède le bouquin, que je ferai peut-être jouer plus tard parce que ça a l'air très marrant. Et il y a Rogue Trader. Qui est un petit peu en dehors, si j'ai bien compris, de... Mais en fait, là, j'ai jamais joué, j'ai jamais lu, donc je sais pas très bien. Vous êtes des seigneurs marchands qui parcourez la galaxie. Ça permet d'explorer un petit peu une autre facette. Oui, c'est la facette beaucoup plus civile. C'est un petit peu l'équivalent dans Star Wars aux confins de l'Empire. Aux confins de l'Empire qui se passe pendant la guerre, c'est pas une guerre, pendant la rébellion, mais qui avec des gens qui ne s'impliquent pas dans la rébellion. C'est l'histoire de brigands, de viols, de massacres, non, c'est pas ça. Trafic d'organes. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Warhammer 40 000, donc Dark Heresy, en effet, nous jouons des inquisiteurs. Et pas forcément les inquisiteurs auxquels on pense. Nobody expects the Inquisition. Non, personne n'a compris cette référence. Si, les fans des Monty Python. Oui, voilà. Pas forcément un inquisiteur avec un lance-flamme, bien qu'on peut. On est des gens choisis pour leur diversité un petit peu. Mais il y a de tout, en fait. Et nous sommes tous des bons croyants. Voilà, c'est-à-dire que quand vous créez votre personnage dans Dark Heresy, je viens un peu en parler, c'est quand même mon jeu de rôle à la base. Vous pouvez jouer différents types d'individus qui viennent de différentes couches de la société, que ce soit des soldats, que ce soit des flics. Les flics de Warhammer 40 000, ce sont des juges dread. Des psychers, donc des gars avec des pouvoirs psychiques, des potentiels sorciers, on va dire, des prêtres du dieu machine, etc. Et tous les personnages du groupe ont cette particularité qu'ils ont été repérés par l'Inquisition parce qu'ils se sont dit, eux, ce sont des futurs bons. Et donc, les personnages sont des adeptes, des apprentis inquisiteurs, que leur maître va envoyer faire les sales boulots, on va dire. Les boulots un peu de Men in Black. Alors, au cas où je crois pas qu'on l'ait déjà dit, c'est le jeu de rôle qu'on fait actuellement. Donc c'est lui le maître du jeu, ça il l'a dit. Mais c'est le jeu de rôle qu'on fait actuellement. Donc on va voir, je crois qu'on va essayer de faire des vidéos
pas régulières mais ponctuelles, pour vous donner un petit peu le suivi de l'histoire, le suivi des personnages, un peu comme on a fait pour Donjons et Dragons. Mhm. Et donc je crois que c'est le moment de présenter les personnages. Les 5 personnages du groupe, même si au début il y en avait 4. Moi, je sais pas, je suis que le maître de jeu, hein, je connais pas les personnages. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Non, Mon personnage. vas-y, je t'en prie. Moi, parlons de moi. First. Mi. Donc, je joue. C'est la deuxième fois que je joue. La première fois que j'ai joué Dark Heresy, je jouais un technoprêtre qui avait vraiment une sale gueule et une grosse bosse technologique. Je n'en dirai pas plus. Je me suis dit, j'ai envie de jouer, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus été joueur, j'ai envie de jouer un magicien. Or, l'équivalent des magiciens dans le monde de Warhammer 40 000, ce sont les Psykers. Mais il faut savoir que les Psykers, ce sont des gens qui n'ont jamais eu la vie très facile et qui n'apportent pas que du bonheur autour d'eux, loin de là. Parce que les Psykers sont des gens qui peuvent puiser dans le warp pour faire des choses surnaturelles. Mais quand tu puises dans le warp, c'est là où il y a les démons. Et donc, c'est très très aléatoire d'être un Psyker. Mon personnage, en plus, quand on crée un personnage, c'est très intéressant, on choisit son origine. Tu peux venir de l'espace, tu peux venir d'une planète, d'un monde ruche. Qu'est-ce qu'un monde ruche ? Les mondes ruches dans Warhammer 40 000, ce sont des gigantesques cités où vivent, pas des millions, mais des milliards d'individus, qui vivent les uns sur les autres. Un bon exemple, c'est dans le film Dread, la tour avec 10 000 personnes, je crois, ou 10 millions, je ne sais plus maintenant. C'est pas 170 000 personnes qui vivent dans le même Je immeuble. sais plus, enfin voilà, ça c'est quasiment un monde ruche. Mais pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que Warhammer 40 000 emprunte, il bouffe à tous les râteliers. Hein. Il y a des idées piquées d'Alien, il y a des idées piquées à Juge Dredd, il y a des idées piquées à d'autres bazars. Bien sûr, ouais, mais et donc voilà. Ça reste, je trouve, dans ce genre de monde, c'est plus original par exemple que Feddington. Feddington se veut beaucoup plus un mélange entre Dune et Warhammer 40 000. Oui. Vas-y, continue sur ton Ouais, donc mon personnage, lui, en fait, voilà quelle est l'idée de base. Il vient d'un monde sauvage, c'est-à-dire que c'est un monde où il y a des humains qui sont arrivés là 10 000 ans auparavant, mais qui ont perdu tout souvenir de l'Imperium, parce qu'il n'existait pas en fait il y a 10 000 ans. C'est l'époque de l'âge de la diaspora. Oui, enfin bon. Et donc, en gros, je viens d'un monde vraiment sauvage où il reste quelques technologies, quelques pistolets, des trucs comme ça. Mais en gros, moi, je viens vraiment d'une jungle avec des singes verts. Je viens d'un endroit où il y a des singes verts. Je trouvais ça très drôle sur le moment. Tout à fait. Elsida Rémi. Les singes verts. Non, je m'y tiens aux singes verts. Et donc, le principe de ce personnage, c'est qu'il est un petit peu l'espèce de chaman local, parce que j'ai des pouvoirs de soin. Je ne sais pas soigner naturellement, mais je sais soigner surnaturellement. Et il y a un vaisseau qui a débarqué. Et vous savez, quand il y avait des explorateurs qui débarquaient en Amérique, de temps en temps, il y en avait, à l'époque, au XVIIe siècle environ, de temps en temps, il y en a un qui ramenait un Indien comme ça. C'est un petit peu le sauvage qui ramenait, ça faisait rire tout le monde, il le présentait devant le roi X ou la reine machin. Et ben c'est ce qui est arrivé à mon personnage. Il s'est fait ramener, mais vraiment comme une curiosité locale. Il y a des choses dont je ne vais pas parler maintenant, mais que j'ai prévues dans l'histoire de mon personnage, mais que mon personnage lui-même ne sait pas, et que nous deux qui savons ça. Mon personnage s'appelle Proximo Kappa, c'est un psyker, soigneur, chaman, un petit peu innocent, qui ne comprend pas toujours très bien la cruauté de l'univers de Warhammer 40 000, mais qui est un petit peu dépassé par ses propres pouvoirs, et ça arrive plus d'une fois, nous allons y arriver, parce que échec critique est un mot qui reviendra beaucoup dans cette vidéo. Et voilà, il a, entre autres, quand tu es un psyker, tu passes devant l'empereur. Ouais. Et 2 possibilités s'offrent à toi. Tu passes devant l'empereur. Tu es amené, genre, à la 13e couche du trône d'or. Eh ben, j'étais bien placé, j'avais une bonne place. À l'intérieur de la coque, il y a encore une coque. Et tout au fond, il y a l'empereur. J'avais une bonne place. Avec son tuyau dans le fion. Voilà. 2 choses peuvent arriver. Soit ton âme se fait dévorer par l'empereur, c'est comme ça qu'il subsiste.
je rappelle que c'est pas le méchant. Hein. Non, non. Soit tu es un Mais- élu, Ouais. et dans ce cas-là, on te torture, on te lave le cerveau pour que tu sois un bon psyker. Pour brider un petit peu les pouvoirs, parce qu'un psyker, c'est comment dirais-je, un portail sur le chaos ambulant. Un psyker qui n'a jamais appris à utiliser ses pouvoirs peut très bien péter des câbles et faire brûler tout le monde, un peu comme dans le film Carrie, vous voyez. Invoquer des démons, Invoquer des démons sans s'en rendre compte. Il fait des cauchemars et ces cauchemars apparaissent dans la réalité. des trucs comme ça. Donc, quand l'Imperium tombe sur un psyker, ils vont comment dirais-je, le briser pour le reconstruire tel qu'il doit être. Voilà. Et en faire un bon croyant de l'empereur. Et en fait, les psykers impériaux sont des gars complètement endoctrinés. Oui, et aussi, donc quand on est un psyker, on tire aléatoirement un effet de cette endoctrination, de cet endoctrinage. Non, De cet indoctrinationnisme, non? voilà, exactement. Oui. Et moi, mon effet, c'est que j'ai un seau sur ma langue et sur mon palais, dans ma bouche, quoi. Un saut pour la salive? Un seau, non, un seau, un symbole quoi, dans ma bouche, qui fait que je bégaye. Il a des tatouages Oui. dans la bouche. Je bégaye à chaque fois que je parle de démon, et je ne peux pas, ou très difficilement, prononcer le nom des dieux du chaos. Mhm. Ce qui peut être gênant. Quel autre personnage avons-nous? Eh bien, nous avons Lamu, qui est une technoprêtresse. Le culte de l'omnimésie, ou le culte du dieu machine, c'est le seul autre culte qui est toléré à côté du culte impérial. Parce qu'on a besoin d'eux. Parce que voilà, l'impérium, vu que c'est le Moyen-Âge technologique, et que pendant 10 000 ans, on a perdu l'art de faire des vaisseaux, faire des armes performantes, faire de la génétique et tout, eh bien, il n'y a que le cultus mechanicus, ou mechanicum, ça dépend comment on le dit, qui a gardé des traces de comment réparer toutes ces choses technologiques. Et donc, il croit dur comme fer que la chair est faible et que le métal, lui, la technologie est viable. Fort. Donc, le but C'est ce que je jouais avant. de tout prêtre de l'omnimésie, c'est de remplacer tout au long de sa vie le plus possible de parties de son corps par des machines. Et donc, notre cher Lamu... Et donc, il y a des femmes, là. dans ce Oui, non, mais il y a des sororités. Grosso modo, je crois qu'une fois que tu rentres là-dedans, on considère un petit peu comme asexué. Oui, c'est ça, parce Donc, que... au final... Voilà, mais Lamu a déjà été chimio-castrée, Ouais. comme elle aime bien Et tu dépenses des points d'expérience pour être chimio-castré. Ouais, ça donne des bonus pour résister aux tentatives de charme Tu ne peux plus être charmé. et au plaisir de la chair. Et quand tu rencontres des démonettes, ça peut être pratique. Exactement. Et donc, oui, je n'en dirai pas trop, parce que Lamu a un historique assez complet, mais je ne peux pas vous en Mais parler. évidemment, tu ne vas pas nous raconter son historique, Voilà. mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a un bras qui se transforme en canon. Oui, elle a à l'intérieur de son bras un flingue. Et donc sa main Cobra peut se démonter comme Cobra, elle peut tirer avec son... Ou Trigun. oui, Trigun. c'est vrai. Non, Trigun. Trigun. Et donc voilà. Et alors on rigole beaucoup parce que... Vas-y, casse-toi. Ah oui. Non, ouais. Donc j'ai acheté ça, qui sont des petits Vox. Des petits masques Star Wars. Voilà. Et donc quand elle fait son roleplay, vu qu'elle a un truc pour parler, eh bien elle parle un peu comme ça. Et toi aussi, Bon. toi aussi tu l'utilises souvent, Et- mais tu rencontres beaucoup Voilà. d'êtres Dès cybernétisés. qu'on rencontre des cyborgs, c'est « Salut à vous, voyageurs !» C'est un petit truc roleplay sympa. C'est sympa, hein. Sinon, comme autre personnage, on va garder Vera Viande pour un peu plus tard, parce que tu vas te rire. Et puis il est arrivé plus tard. Vera Viande, non. Non. Ça, c'était là dès le début. Donc nous avons... comment il se fait appeler? Parce que c'est un homme sans nom. Yagun. Yagun, soi-disant, c'est sûrement pas son vrai nom, qui est un assassin, Ouais. qui est le personnage d'un joueur que on dit, Ouais. on peut pas dire les noms. Hein. Il porte le nom d'une certaine décoration pileuse qu'on peut avoir sur le visage, mais on n'en dira pas plus. Non, on va pas dire que c'est moustache. On va protéger les Voilà. innocents. En gros, c'est un assassin. Et c'est un personnage qui, par définition, a peu de caractéristiques, vu qu'il est censé n'avoir aucune
caractéristiques, voilà, exactement. Il a une personnalité relativement restreinte, vu que c'est un assassin anonyme, c'est vraiment ça. Il est un peu basé sur les assassins, les sans visage de Game of Thrones. Mhm. Et il a l'air de monsieur tout le monde, et il n'a pas un caractère très grandiloquent, sauf quand il s'agit de tuer ou d'imiter quelqu'un, ou de jouer la comédie. Voilà. Et il parle un petit peu comme le type de Game of Thrones, où quand il parle de lui-même, il dit un homme. Un homme fait ça, un homme fait ci, un homme a dit que. C'est très perturbant. C'est particulier. Mais c'est un roleplay quand même. Voilà. Ensuite, nous avons un personnage avec lequel j'aime beaucoup interagir, qui est Ver à Viande. Alors, Ver à Viande, lui, c'est un... Ce n'est pas un surnom. C'est son vrai nom. C'est pas Ver à Viande. Son prénom est Vera, et son nom de famille est Viande. Voilà. Et lui, donc, c'est pas une crapule, c'est Une racaille. une racaille. Une racaille. Une racaille, c'est une racaille. quoi. C'est une caïra des Tessis. Et il vient de la Tessie. Et en gros, donc les racailles, c'est ce qu'on dit, ce sont un petit peu des gars à la Mad Max, j'ai envie de dire. Ça peut, franchement, Ça peut prendre d'autres formes. c'est très réducteur de dire ça parce que pour moi, la carrière racaille est l'une de celles qui ouvre le plus de portes. Tu peux jouer un assassin, un cambrioleur, un trafiquant de drogue qui peut venir Que des braves gens. et le mec peut être né dans un vaisseau spatial et avoir passé toute sa vie dans l'espace. Un mec des cités, une espèce de brute épaisse des planètes sauvages. C'est l'un des personnages... c'est l'une des carrières les moins typées, et donc c'est celle qui offre le plus de diversité. Et il vient de la pire cité ruche. Il vient de la pire cité ruche de la galaxie. Il faut un peu imaginer Mad Max, donc le nouveau Mad Max, plutôt le nouveau Mad Max, et vous remplacez le sable par des marécages où il y a des limaces géantes cracheuses d'acide. Un truc comme ça. Où il pleut des déchets toxiques. Et des mutants partout. Voilà, exactement. Ah bon. Et donc voilà. Et il se bat toujours avec une batte de baseball. Ouais. Qu'il appelle la Verabat. Et donc, on en reparlera après, mais il y a eu un clash entre ce personnage qui vient de la pire cité ruche imaginable et moi qui viens de la jungle. Mais c'était très amusant. C'est surtout qu'il m'avait expliqué dès le départ que dans son clan, il ne supporte pas les mutants. Et que donc ils sont très religieux de la religion impériale. Et la religion impériale dit il faut tuer les extraterrestres, les démons, les mutants et les hérétiques. Et lui, il applique ça à la lettre. Mais les Psykers sont des mutants, par définition. Je ne suis pas un mutant. Je suis un chaman. Voilà. Et donc, nous avons un cinquième personnage qui n'apparaît pas dans l'aventure qu'on va vous raconter aujourd'hui, mais qui est donc un garde impérial du nom de... Sigundur. Qui est donc un garde impérial, donc c'est un soldat. Voilà. C'est un soldat, un vieux soldat, vétéran, qui a les mêmes... On va devoir trouver une... À mon avis, il s'est pris un éclat d'obus dans le crâne. Il a oublié il a tout oublié parce qu'il a les caractères d'un personnage niveau 1. Ça m'a même pas frappé quand le joueur de Sigurdur a fait son personnage qui voulait jouer un vieux soldat vétéran. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien jouer un peu. Mais ça change un quand petit tu peu. commences un personnage de jeu de rôle, il est faible. Peut-être qu'il a rien fait toute sa vie, peut-être qu'il est resté cantonné pendant 40 ans, il a regardé le désert à l'attente des orques et ils sont jamais arrivés. Peut-être. C'est possible. Je trouverai une solution avec lui pour expliquer ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Mais il y a des gens qui sont soldats toute leur vie et qui ne deviennent jamais bons. Et donc, là, on va vous raconter la première aventure que j'ai fait jouer. Très important, cette aventure, on va vous la spoiler. Si un jour vous voulez être maître jeu, c'est pas trop grave. Mais si un jour vous pensez que vous allez être joueur de Dark Heresy, on va spoiler cette aventure. Donc vous ne pourrez plus la jouer. On va dire... Moi, je pense qu'il y a moyen de raconter les situations rigolotes sans spoiler. Je pense que les gens ont envie d'avoir l'histoire. Je pense que les gens, ils sont plus malins que toi. Je pense que tu peux la fermer, ta gueule. Et donc...
Hein, il paraît que je dis trop et donc. Et tu commences toujours par « et donc » dès Je qu'il y a sais. une coupure. Je sais. Mais je me suis débarrassé d'autres de mes tics. Maintenant, enfin oui, je l'ai effacé de ma mémoire. L'aventure commence et nos personnages se rencontrent au point de rendez-vous. Nous sommes tous convoqués. Vous êtes tous convoqués pour recevoir le briefing de votre mission. Première mission en tant qu'inquisiteur. Voilà, et donc il y a un peu de roleplay qui se fait entre... Et donc, tu vas voir ta gueule dans 2 secondes. Les joueurs se rencontrent, et il y a un peu de roleplay, c'est sympa. Et je leur fais comprendre qu'ils doivent prendre une plateforme, Un ascenseur. voilà, une plateforme montante et descendante, qui va les amener dans les sous-sols de la cité. Et quelle est l'interface qui permet de faire monter et descendre cette plateforme? C'est ce qu'on appelle un servitor. Alors, dans le monde merveilleux de Warhammer 40 000, vu que l'art de fabriquer des robots, créer des intelligences artificielles, voilà, a été interdit par l'empereur il y a 10 000 ans, puisqu'il y a eu une grosse guerre contre des machines avant son arrivée. L'empereur a dit, voilà, maintenant, on ne peut plus faire d'intelligence artificielle, de machines pensantes. Les humains... Ou alors dans une limite réduite. Dans une limite réduite. Et les humains ont contourné ça en faisant ce qu'on appelle des servitors. C'est-à-dire que si on ne peut plus créer un ordinateur, qu'est-ce qui empêche, vu que la génétique était quand même arrivée très loin, de prendre le cerveau de quelqu'un, de lui mettre des interfaces et des électrodes, et de relier tout ça à des écrans pour en faire un ordinateur vivant. Et donc les servitors, ce sont des zombies, des êtres humains élevés en cuve, et parfois des criminels, puisque c'est une punition très sévère, c'est d'être transformé en servitor, auquel on efface complètement la mémoire, on leur branche plein d'électrodes, on les customise, on les encastre littéralement, je veux dire, leurs os sont pris dans la machine qu'ils vont servir, et ils deviennent des zombies, et donc quand tu veux faire descendre l'ascenseur, tu dis au servitor, fait descendre l'ascenseur, et que le truc aux yeux vides, baveux, fait descendre l'ascenseur. En gros, ce sont des cyborgs qui n'ont aucune mémoire, aucune personnalité. Mais comme je dis toujours, quand on commence Dark Heresy, les gens n'ont aucune compassion pour les serviteurs. C'est comme si... c'est un grippin. C'est un grippin. C'est comme si tu avais de la pitié pour de l'électroménager. À la rigueur, ça va te faire chier si tu l'abîmes, tu vois. Et donc, là-dessus, l'ascenseur commence à descendre, le petit groupe est sur la plateforme. Et v'là-t-il pas que notre technoprêtresse dit « Ah, mais ça va pas très vite. Échec critique. Je vais essayer de l'améliorer, histoire qu'il aille un petit peu plus vite. » Et donc, elle soulève la peau du crâne, elle trouve des électrodes. Bah, écoute, tu fais un jet de technomaîtrise. C'était probablement le premier... Non, en fait, c'est pas probablement. Certainement. C'était le premier jet de dés du jeu, du nouveau jeu, de la nouvelle campagne. Tout premier jet. Tout premier jet. Échec critique. Évidemment. Donc, elle grille la cervelle du servitor qui s'éteint. Et là, la plateforme commence à tomber. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, panique totale, elle essaye de le réparer, mais ça va pas. Je pense que Yagun, il a réussi à s'accrocher sur le bord avant que le truc ne s'effondre. Très bien. Mais en gros, on s'est tous viandés. Voilà. Et on a tous perdu nos premiers points de vie quelques minutes après. C'était le cri de naissance de ce groupe. Alors, ils ont fait un échec critique, ils se sont tous blessés en tombant. Échec critique. J'aimerais quand même préciser que c'est le même système, à peu de choses près, que Warhammer Battle. Donc si vous connaissez Warhammer, j'ai dit toujours Warhammer Battle, mais ça n'existe pas. C'est Warhammer Battle, c'est les figurines. Warhammer jeu de rôle. Si vous connaissez Warhammer jeu de rôle, c'est quasiment le même système. C'est fou comme on fait facilement des échecs critiques dans le jeu. Parce que tu prends Donjons et Dragons. Comment faire un échec critique? Tu lances ton D20, tu fais un 1. Une chance sur 20. Tu relances ton D20 et il faut refaire un échec. Pas forcément à nouveau un 1, mais refaire un échec. Donc les chances d'échec sont, je dirais, en moyenne 1 sur 40. Ici, si jamais c'est un D100, si tu fais 96 ou plus, c'est un échec critique. Une chance sur 20. Moins d'une chance sur 20. Non, une chance sur 20.
C'est Sur, 5% de chance. 96, 97, 98, 99. 100. 100. Ah oui, 5% de chance. Donc une chance sur 20, mais sans c'est relancer bien. quoi que ce soit. Mais c'est génial. Donc c'est plus. Tu peux faire des échecs critiques si jamais tu fais 40 ou plus que le jet nécessaire. Que tu as fait. Par exemple, si tu vas faire 30 et que tu fais 70 ou plus, tu risques que ce soit à nouveau un échec critique. Donc putain, qu'est-ce que ce jeu fait facilement des échecs critiques et qu'est-ce qu'on s'en prend plein la gueule. Je sais pas. On va en parler souvent. Moi, je trouve que c'est vraiment. C'est rigolo. Oui, voilà. Ça pimente un peu vos vies d'aventurier. Oui, mais c'est quand même. Ça arrive très souvent. Et je sais pas, c'est rien. Faut vraiment avoir pas de bol pour faire un 96 plus, quoi. Enfin bon, bref. Toujours est-il que ils reçoivent leur mission, D'un technoprêtre. qui donc leur annonce qu'ils vont devoir enquêter sur un étrange meurtre. Je dirais ça simplement comme ça. Je vais quand même essayer. On va essayer de garder ce scénario un peu obscur. Non. Ah, mais raconte-toi le scénario. Donc, ils se retrouvent envoyés dans une sous-ruche particulièrement glauque et abandonnée, qui a été à moitié détruite pour des raisons diverses, pour enquêter sur un étrange meurtre. Un meurtre avec de l'hérésie derrière. Une histoire de poulpe. Voilà, exactement. Et donc, pour les amener là-bas, il y a un monorail, qui est en quelque sorte le tramway de la cité. C'est à cause du monorail qu'ils ont fait faillite en fait cette ville. Ouais, On a ouais. vu les Simpsons. Ah non, il faut acheter le monorail. Monorail. Et si tu veux reprendre la suite, Oh moi je respecte le temps de parole de l'un l'autre. Voilà. Ok. Pour ça, tu pourras raconter l'épisode qu'on a appelé le meurtre du monorail, le meurtre du métro. Ouais, on peut dire ça. Ils sont quand même envoyés. Après, je te rends la parole. Ils sont quand même envoyés là pour enquêter discrètement sur un meurtre. Il faut Et savoir. l'aventure, bon, a déjà commencé en sabotant le truc qui les mène chez leur patron. Et puis ça. Il faut savoir qu'on n'est pas censé dire qu'on est de l'Inquisition. Il faut qu'on garde un minimum de discrétion. Parce que, de 1, si jamais on dit qu'on est de l'Inquisition, ça fait foirer le scénario du maître de jeu. Parce que, en gros, quand on dit qu'on est de l'Inquisition, on a pratiquement tous les droits. Et le maître de jeu n'aime pas ça. Et de 2, voilà, si jamais on dit qu'on est de l'Inquisition, tout le monde en entend parler et les méchants qu'on vient chercher disparaissent. Quelque chose comme ça, plus ou moins. On arrive en monorail à l'endroit dit, dans la ville de je ne sais plus quoi. On se retrouve dans un wagon où il n'y a que nous et un type qui a l'air nerveux. Il est pas nerveux comme ça. Et là-dessus, la racaille, verre à viande, sort sa batte de baseball et va voir le gars. Et il fait « Ben quoi toi ? T'as l'air nerveux, c'est quoi ça, hein ?» Et il commence à le taper avec sa batte de baseball. Sans prévenir, sorti de nulle part, quoi. Moi, j'avais juste dans mon scénario, ils sont dans ce... Il fallait rendre comme impression qu'ils arrivent tout au bout de la ligne, là où il n'y a plus personne, et la seule autre personne avec eux était un petit bonhomme effrayé de voir d'autres gens, quoi, et qui allait s'enfuir dès qu'ils allaient essayer de lui adresser la parole. Et donc il commence à un petit peu le tapoter. À le houspiller, à le racailler. À le racailler. Il fait la caïra. Et t'as pas un peu d'argent, etc. pour moi et mes potes, et des trucs comme ça. Et... Moralité, le gars il panique, il sort un couteau, il essaye d'attaquer vers la viande, qui interprète ça comme maintenant je peux le tuer. Mais le mec, il vient d'une cité où on tuerait pour tes chaussures. Donc il fait genre, oui, attends, je vais chercher mon argent. Il sort un couteau, blam, il essaye de le planter, quoi. Et Veraviande n'en avait pas besoin de plus. Et tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Moi j'ai essayé d'attraper le type, je ne l'ai pas frappé. Mais en gros, Veraviande lui a fracassé la tête à coups de batte de baseball. Oh oui. Ça commençait bien. Attends, non, mais il y a quand même la toute fin, je sais pas si tu te souviens. Il a presque réussi à s'enfuir. Oui. Il y a même toi, espèce de salopard, qui l'a fait tomber en lui balançant ton bâton dans les jambes. J'ai essayé de le faire tomber en lui balançant mon bâton dans les jambes parce qu'il avait attaqué C'est mon quand même camarade. une tentative de meurtre. Non. Et donc là, je me dis, bon,
La bande de foireux, d'entrée. En attendant, c'est lui qui a reçu les points d'expérience pour l'interprétation. Bah, il a interprété son personnage. Oui. Alors, pendant ce temps-là, Yagun attendait sur le quai en mode. Et la mue, je sais pas, je crois elle en a profité pour essayer son pistolet laser, mais elle a raté. Elle a essayé son bras flingue, elle a flingué le gars. Et donc, il se fait que le type meurt dans l'entrebâillement de la porte. Ah oui, c'est juste. Et donc, eux ont juste le temps de sortir. Et puis, le type se coince dans la porte. Et comme c'est Warhammer 40 000, il n'y a rien qui marche vraiment bien. Et en passant dans le tunnel, il se fait déchirer en deux. Il y a du sang partout dans la gare, des tripes, la moitié du mec mort. Enfin, bref. Donc, ce type n'avait rien fait. Rien. Mais rien du tout. Vraiment rien. Et comme bon, alors, ça, c'était dans mon scénario. À cette heure-là, à l'heure de leur arrivée, il n'y avait personne dans la gare. Donc, jusque-là... Bon, je me suis dit, je vais quand même leur remettre un peu le couvert plus tard avec les flics qui sont nerveux parce qu'il y a eu un horrible meurtre dans le métro. Oui. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au milieu de nulle part, on vient de commettre un meurtre. C'est verre à viande, hein, c'est un verre à viande, on le tient pas lui. Hein. Ouais, avec l'aide de ses petits camarades. Il est frénétique, mais non, c'est... Qui tu accuses? Moi j'ai rien fait. Mon personnage, c'est il était tout content de s'être fait un copain, c'est surtout ça. Bon. Ouais. Et donc, tu nous dis, voilà, vous êtes dans une région qui est complètement abandonnée. Il n'y a personne. Et vous ne savez pas où vous devez aller pour trouver un minimum de civilisation. Et je dis, mais pas de problème. J'ai les compétences pistage parce que je suis un bouga-bouga et que je sais pister dans les bois et dans les rues, dans les grandes villes et les petits villages. Et devant nous des fils de jolis paysages. Et donc, je cherche des traces de pas pour voir vers où les gens se dirigent pour aller vers le centre-ville, si on peut l'appeler comme ça. Jet de pistage, qui, en dehors du combat, est le deuxième jet qu'on fait dans la partie. Parce que vous voyez le combat, ok, mais deuxième jet qu'on fait dans la partie, échec critique. Donc, j'envoie le groupe. Bah, je leur explique qu'ils vont dans des rues de plus en plus sales, de plus en plus malfamées, de plus en plus sombres, parce qu'évidemment, cette cité se trouve sous une autre cité, sous une autre cité, sous une autre cité, sous une autre cité. Donc même quand il fait jour, il fait pratiquement noir. Et là, ils étaient arrivés en pleine nuit. Et ils se sont fait attaquer par des rats. Hein. On s'est perdu, on s'est fait attaquer par des rats mutants. Des meutes de rats mutants. Et alors, autre chose très drôle, pendant ce combat, qui était un combat relativement simple en soi contre les rats mutants, mais on a fait un certain nombre de nouveaux échecs critiques dans les jets d'attaque, que malgré nos relances, on a dépensé, moi et Veraviande, on était les deux corps à corps, on a dépensé tous nos points de fortune. Alors les points de fortune, c'est des petits points de destin qui permettent de faire des relances. C'est des points de joker. C'est des petits points de joker. Mais on en a 2 par scénario. C'est pas beaucoup. On a utilisé nos 2 points chacun dans ce combat contre les rats parce qu'on n'arrêtait pas de se frapper l'un l'autre. On n'arrêtait pas de faire des échecs critiques, et quand tu fais un échec critique au corps à corps, il y a de bonnes chances que tu frappes ton voisin. C'est ce qui est arrivé. Donc, nouveaux échecs critiques. On a perdu quand même quelques points de vie contre ces rats. Moralité, on s'en sort, sans points de fortune. On se trouve quand même le chemin, je sais plus comment. Oui, on a demandé à quelqu'un qu'on a intimidé. Vous avez trouvé un pauvre R qui essayait de rentrer chez lui. Enfin, Veravion les a intimidés. De toute façon, moi, mon personnage, il a pas beaucoup en sociabilité. J'ai 25 de base et moins 10 dans les grandes villes. Aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu Warhammer Battle, vous savez ça, mais c'est un jeu de rôle quand même où il n'est pas rare du tout qu'on ait à faire des jets très importants avec un descent où il faut faire 15 ou moins. 15% de chance de réussir. C'est quelque chose de très normal. C'est très difficile. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Vous commencez en bas de l'échelle. Oui. Quand vous aurez 40, vous serez hyper fier. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait juste après ça? C'était la fin de la première séance. Ouais, et comment a commencé la suivante? On s'est retrouvé dans un espèce de marché où on a commencé à essayer d'acheter des trucs. On se renseigne. Il y a quand même toujours un truc qui me tue avec les joueurs de jeux de rôle. C'est que donc, je leur dis, vous arrivez dans le marché de cette ville, mais vraiment, c'est l'endroit
pourri par excellence, quoi. La bouffe de luxe, c'est des brochettes de rats mutants. Et là, directement, c'est ouais, j'essaye de trouver un gantelet électronique qui lance des lames. Ouais, moi, j'essaye de trouver un truc pour booster mon fusil laser. Ouais, moi, j'essaye de trouver des implants cybernétiques. Et je leur dis, mais non, enfin, allez, faites un jet. Parce qu'ils doivent le faire. S'ils me disent qu'ils le font, ils prennent le temps de chercher tout ça et de demander à gauche, à droite. Et au final, je leur dis, mais non, vous ne trouvez rien, évidemment. Et alors là, ça boude, ça râle. Quoi qu'il en soit. Et alors là, t'essayes de reprendre, et alors... T'as l'impression d'être devant une classe de maternelle. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui m'énerve? On trouve l'endroit où logeait le type qui s'est fait assassiner, qui est un espèce de squat dégueulasse. On va là-bas, on rencontre sa sœur, on l'intimide, parce que personne ne sait faire des jets de baratin ou de charisme. Mais incroyable comment ils tombent sur la sœur du mec. Ils le savent, hein, ils pourraient juste lui faire non, nous sommes là pour élucider. On a essayé. On a raté nos jets, donc on est passé à l'intimidation. Et puis c'était bon, tu vas dire tout ce que tu sais, salope. Mais faut dire aussi que celui qui fait le plus de roleplay, c'est Vera Viande. Et moi, j'essaye d'en faire, mais le problème, c'est que j'ai des caractères de merde en sociabilité. Donc, qu'est-ce qui fait des jets? C'est Vera Viande. Et qu'est-ce qu'il a comme compétence sociale? C'est intimidation. Moralité, on apprend quand même des nouvelles informations. La nuit tombe, on décide de dormir à cet endroit-là. Mais comme on a peur que l'appartement de ce type assassiné soit surveillé, on va chez le voisin qui est un drogué, comme ça, mais qui est complètement KO. On prend le drogué, on le met dans la chambre. La chambre du mort. Du mort. Enfin, du type qui s'est fait assassiner, plutôt. Et on va dans la chambre du drogué. Là-dessus, c'est notre première rencontre. On ne va pas trop rentrer en détail parce que... Oui. Je dirais simplement, je vais décrire ça comme ça. Ils avaient été repérés déjà auparavant par les méchants, qui ne sont pas des humains. Et la mue avait dit, je vais quand même faire un trou dans le mur pour surveiller ce qui se passe dans la chambre où on a mis le drogué. Et donc, il se relaye en regardant un peu. Et puis, je sais plus, autour de... C'est moi. C'était ton tour. Où je décris, ouais, vous voyez le mec complètement drogué qui dort dans son sommeil opiacé. Et tout d'un coup, tu vois un énorme bras avec une peau dégueulasse et une grosse main qui le saisit. Ah oui, non, tu entends un gros crash de la fenêtre qui explose. T'as une grosse main qui attrape le mec et qui sort. Et là, directement, je me dis, bon, ils vont avoir peur, ils vont se terrer, ça va en rester là. Non, c'est une bande d'andouilles. Ouais, à l'assaut, il y a des monstres. Le problème, c'est qu'il y avait plus qu'un monstre. C'est pas vrai, on n'a pas fait ça. Vous êtes parti. Ah non, c'était après, c'était dans l'auberge. Okay, mais c'est vrai que je crois qu'on peut tout doucement passer à ce passage-là, parce que entre-temps, ils ont... Vera Viande et Yagen ont tué des flics. Oui. On n'a pas besoin d'en dire plus, ils ont fait ça. C'était totalement pas nécessaire. Un meurtre de 2 flics complètement pas nécessaire. C'était des flics corrompus, on enquêtait dessus, ils se sont fait voir, ils les ont chopés. Ouais. C'était un petit peu une question de circonstance. Il n'y a pas vraiment plus à en dire de ce côté-là. Mais donc, quoi qu'il en soit, la deuxième nuit où on dort dans cet endroit, cette fois, on est attaqué par ces grosses créatures. Mais vous étiez... C'était pas au moment où vous aviez été dans l'auberge avec l'aubergiste qui était drogué? L'aubergiste qui était drogué. Attends, entre-temps, c'est vrai qu'avant qu'on soit attaqué par les grosses créatures, il faut parler de ce qui s'est passé chez le psychotropan. Le psychotrophant. Psychotrophant. Ah oui, c'est vrai, quand t'as vomi sur les pieds du type, voilà. J'avais oublié ça. Donc, oui. Il y a un autre aspect du scénario, c'est que la grosse taverne du coin a été prise par un gang, on va dire. Et donc, ils vont là-bas. Première chose, que fait Vera Viande? C'est le lieu qui appartient, c'est la base de ce gang. Et donc, sur la porte, il y a le logo du gang. Que fait Vera Viande? Il dit, je prends mon tag et je tag le logo de mon gang dessus. Et c'était tôt le matin et tous les gangers dormaient. Donc, il a fait un gros tag avec le crâne et les 2 battes qui représentent son clan. Les centurions. Et donc, ils sont revenus le soir, enfin, en tout cas quand ça commençait à ouvrir. Et donc là, c'était censé être le moment
où il va y avoir de la bagarre, mais s'ils réussissent bien, ils se font respecter, le chef du gang leur donne quelques informations. Oui, moi, je l'ai pas vu comme Et ça. Hein. le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Non, mais ça a bien fini. En fait, comment ça a commencé? Il dit, oui, voilà, on demande des bières. Et il dit, voilà, vous avez une espèce de bière au savon absolument dégueulasse. Moi, je dis, je m'en fous, je la bois. Ok, fais-moi un jet de résistance aux toxines. Mhm. Échec critique. En plus, j'ai des bonus en tant qu'homme sauvage. J'ai des bonus pour résister à ce genre de choses. Mhm. Échec critique. Ouais. Je vomis ce truc-là sur les pieds de l'énorme ganger. Et donc, dans ma tête, je m'imagine un gros méchant dans Ken le Survivant. Oui. Tu vois, le mec avec genre sa petite touffe de cheveux rouges, un gros bide, des bretelles avec des pics, des trucs au poignet, et une grosse tête de cochon enragé, quoi. Et Oui. qui fait toi, tu m'as dégueulé dessus, tu vas me donner tout ce que t'as, machin. Et J'ai essayé de m'excuser, j'ai essayé de dialoguer, j'ai essayé de le bluffer parce Non. que avec mon tarot, enfin, plutôt c'est mes osselets, mais bon. ça n'a pas marché. Rien de tout ça n'a marché. Mm. Qu'est-ce que. En fait, juste un petit truc au passage. En attendant, je m'étais quand même bien fait voir des autres joueurs, même ceux qui n'aimaient pas les mutants, surtout vers la viande, parce que je soigne très très bien. Mhm. J'ai un pouvoir de soin qui est excellent. Ouais. Et d'autant plus que c'est un jeu de rôle où on récupère ses points de vie très 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 lentement. Ouais. Mais genre 1 point par semaine, Mhm. quelque chose comme ça. Sur une moyenne de 12, 13, 14, 15 points de vie. Ouais. Quoi. Donc c'est très très difficile. Mais moi j'ai un sort de soin, donc je me suis fait un petit peu respecter grâce à ça. C'est un autre détail. Wow. Là-dessus, on se bat. Et on se bat bien. Oui, à fond. On se bat bien. Maintenant, j'étais pas censé tuer qui que ce soit dans ce combat. Non, mais Je pense que tu comprends pas évident. et je pense que les voyeurs comprennent. Les voyeurs. Ah oui, ce sont nos voyeurs. Regarde, ils sont là à l'autre bout de la caméra. Mais donc oui, ça se passe pas trop mal et surtout que Veravian, lui, il avait envie d'en découdre. C'était Et mon Psyker, il a un bâton. Et le bâton, c'est une super arme. une très bonne arme pour commencer. Ouais. Enfin, bon, donc, moralité, on s'en sort bien, on arrive à les battre. On rencontre le psychotropan qui en même temps, nous respecte et nous intimide un petit peu. Qui est un espèce de super drogué avec des super poids psychiques. C'est un espèce de... Le chef de gang, drogué en permanence, qui a des visions tout le temps, qui est cruel, mais même sans le savoir, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Un brave homme, quoi. Voilà. Il Et qui nous- porte en permanence un masque avec des tubes qui lui apportent sa drogue. Enfin, Il nous donne des informations. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe, on retourne dormir au même endroit. Mais là-dessus, on s'était bien fait remarquer entre-temps. Et donc, cette fois, on veut nous buter. Mhm. Et on nous envoie les gros machins. Les gros machins. Que sont les gros machins? Parce que je sais toujours pas très bien, en fait. Comment dirais-je? Les gros machins étaient des espèces de golems de chair. On va dire ça comme ça. Cybernétisés. Oui, tout à fait. Mais ce sont Très important, on va revenir après. Cybernétisés. ce sont des serviteurs, dont on vous a parlé au début. Mais combattants. Mais voilà, qu'on a, en plus, auquel on a pris les bras de l'homme le plus fort, qu'on a collé sur le torse de l'homme le plus fort, on a bidouillé sa tête pour qu'il obéisse au doigt et à l'œil en mettant des réservoirs de drogue sur le côté, enfin, vraiment de l'hérésie. Silhouettement parlant, c'est un petit peu Bane. Oui, des espèces un mélange entre Bane et Hulk concentré dans un truc qui fait environ 1m70, quoi. Ok. Et donc, il y en a combien qui nous tombent dessus? Mais presque une dizaine. Non, Quasiment. il y en avait 5. qui vous sont 5? tombés dessus. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que ces trucs étaient résistants Mm. comme c'est pas possible. Le but de ce combat était un petit peu qu'il s'enfuit à un moment. Ou alors qu'il me donne, Ce qu'on a fait. vraiment un truc génial. C'était des monstres qui frappaient fort, mais pas trop. Oui, Parce parce qu'ils que- étaient à main nue, donc des Voilà, armures, ils ça ont marche envoyé très des bien. grosses mandales. Et vu que vous aviez déjà, certains d'entre vous avaient déjà récupéré les armures des flics qui avaient été tués avant. Non, c'est seulement après ça. C'est seulement Ouais. On n'a pas eu le temps d'enlever les ça armures. allait. Mais en fait, ils pouvaient encaisser tellement de dégâts
que les combats étaient trop longs et trop durs pour vous. Exactement. Et moralité, il y en a quand même beaucoup qui nous tombent dessus, donc on commence à descendre par l'escalier d'urgence. Vous êtes genre au 8e étage L'échelle d'un d'incendie. immeuble, et vous descendez par... Enfin, c'est pas l'échelle d'incendie, c'est comme à New York, quoi. Un escalier. Un balcon, un escalier, un balcon, un escalier, un balcon. Et donc, tout ce petit monde descend Je avec pense les monstres au cul. Après un long combat, on a réussi quand même à en buter un en haut, puis on commence à descendre. Et là-dessus, eux, ils nous suivent. Et c'est là que j'ai une idée géniale. Je vous avais quand même décrit le fait que leur tête était pratiquement qu'un amalgame de cybernétique. Voilà. J'ai une idée géniale. En plus de mon sort de soin, j'ai toujours un autre sort qui s'appelle, je crois, malédiction d'armes. Mais en gros, ça dit que tout ce qui est électrique et mécanique dans 50 mètres s'arrête de marcher pendant 10 secondes. Un round. Mais vu que ces machins descendaient des échelles, moi j'ai utilisé ça et ça les a bloqués. Et, et donc j'ai réussi mes jets. C'était mon premier échec parce que quand je fais mes jets de pouvoir psychique, au minimum il y a une chance sur 10 qu'il y a un effet aléatoire en plus qui peut être très dangereux. Je peux très bien mourir. Je peux facilement mourir. Je peux invoquer des démons, etc. Mais souvent c'est mineur. Moralité, j'utilise ce pouvoir, il y a un petit truc, il y a une espèce de souffle qui se crée autour de moi, qui ne fait heureusement rien de très important à ce moment-là, si ce n'est que je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber. Ils sont KO, et il y en a qui tombent. Il y en a d'autres qui s'accrochent, même KO, ils s'accrochent, mais il y en a qui tombent. J'ai réussi à en avoir plusieurs comme ça. Mais qui d'autre a le cerveau partiellement cybernétique? Et surtout ses membres. Notre amie Lamu, la Lamu. techno-prêtresse, qui elle... en fait, c'est la première fois que tu lançais le truc, donc elle ne pouvait même pas savoir. Mais donc, je dis, ok, donc il y a les monstres qui tombent, certains s'accrochent, et puis Lamu, toi en gros, tu te balances dans le vide, et tu arrives tout juste à te rattraper, tu as un dernier sursaut, et puis hop, tu arrives à te rattraper, tu pends dans le vide. Elle tombe, c'est Vera Viande qui l'a rattrapée par le bras. Ah oui. C'est Sinon, elle aurait fait une chute de 6 étages. Comme. Un point de destin au moins. Sinon, mais bon, fallait le jouer. En fait, j'ai même utilisé ça 2 fois. 2 fois. Vrai, mais ça valait le coup, sinon on allait te faire bousiller. Et oui, je me souviens que ça a été assez épique. Donc ce n'était pas un échec critique, mais j'ai failli tuer un autre joueur. C'était assez épique dans la mesure où, ouais, effectivement, elle commence à tomber, Vera Viande la chope, puis je lui dis, tu fais un jet de force, qui, je crois, il rate. Donc elle glisse, et puis à ce moment-là, elle se réveille, elle arrive à faire un jet d'agilité oui, c'est ça. pour se rattraper, bam, au balcon de l'étage du dessous. Exactement. Et puis ils ont dû s'y mettre à 2 pour la remonter, parce qu'elle est... Tout à fait. Ça a beau être une petite nana, elle est quand même faite, on va dire, à 20-25% de métal, quoi. Elle pèse lourd. La maugresse. Ce qui me tue, c'est qu'elle n'en a jamais voulu. Oui, c'est vrai. Elle est méga cool. Elle aurait dû tuer ce jour-là. Et pourtant, c'est un pouvoir que j'utilise très souvent. Et elle est toujours affectée. Ouais, c'est vrai. Moralité. On arrive à s'en sortir. Il y a une grand-mère qui s'est fait choper par les monstres aussi. Tout à fait. Mais c'est sa faute. Hein. À un moment, pris d'une inspiration soudaine, je leur décris. Ils ont fait tellement de boucans qu'il y a une mémé qui ouvre ses volets et qui fait « Ouais, c'est... » C'était Madame Michou? Oui, c'était Madame Michou. « Ouais, c'est pas bientôt fini ce boucan, il y en a qui essayent !» Et alors, un monstre arrive et pouf, la chope et saute par-dessus bord avec. Et quand les aventuriers arrivent en bas, ils ne trouvent rien. Ni Madame Michou, ni les monstres, ni même les cadavres des monstres qu'ils avaient tués. Non, rien du tout. Et alors là, il faut voir leur tête. Oh mon Dieu! Où sont-ils? Oh J'adore faire ma ça valait de l'or. Moralité, avec tout ça. On sait où est-ce qu'on doit aller. On apprend que, en fait, c'est un prêtre local qui fait quelque chose. On ne sait pas très bien. On ne sait pas encore très bien, mais on sait que c'est un rapport. Vous commencez à avoir des doutes sur... l'espèce d'église de bienfaisance du coin. Voilà, vous aviez... mais je pense que vous aviez trouvé le pote du type qui s'était fait assassiner, qui vous avait raconté dans quelle mesure il avait été voir ce prêtre, et que ça avait été la dernière fois qu'il avait vu son pote. Et comme vous aviez déjà trouvé le prêtre un petit peu zarbi, vous avez fait votre coup habituel, qui est d'y aller tôt le matin. Tout à fait. Je pense. Toujours se lever plus tôt que les ennemis. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas. Et il faut qu'on s'infiltre à l'intérieur. Donc, on trouve plusieurs trucs. De un, il y en a un qui se fait passer pour un blessé. Et comment il se fait passer pour un blessé? Ça n'a pas été difficile. Il a été blessé comme un malade pendant la nuit. C'était Vera Viande, je pense. Qui était super blessé. Vera Viande.
je ne l'ai pas soigné, pour le coup, mais pour qu'il dise « Ah mon Dieu, j'ai besoin de soins », pour qu'il se fasse amener à l'intérieur. Nous, on va dehors, on commence à un petit peu gérer les trucs. Moi, j'essaye de contourner le truc, d'utiliser mon pouvoir pour péter la... Gilus, il a passé toute une partie de la scène Ouais. à l'arrière du bâtiment à faire Ouga Bouga Bouga Sur la Bouga, serrure, mais électrique. Bouga 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 Bouga. Ça marchait pas. Ouga Ça marche Bouga pas. Bouga Bouga. Et Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. donc, À la fin, j'ai fait le là, coup. je vais quand même dire, je pense que toute cette scène-là, elle vaut la peine d'être décrite en C'était détail. le bordel. Mais ça va Je devenir, sais que la vidéo est ça longue, va- mais c'est la fin. Ça va devenir du Doucement. gros spoil si effectivement, on en avait parlé avec Gilus tout à l'heure. Moi, je suis contre spoiler les scénarios. Je pense qu'avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, le scénario n'est pas spoilé. Pas vraiment. Mais ici, on va quand même dévoiler les grandes lignes de l'intrigue. Donc, si vous pensez peut-être un jour être joueur de Dark Heresy, j'espère que ça ne vous gâchera pas le truc. Parce qu'en fait, à partir de là, c'est devenu du bénil. Vraiment. Mais Il y a un vraiment. peu de ça. Donc, ce qui se passe, Mais- c'est que on décide de faire une diversion. Et comment on fait une diversion? Mm. On décide d'haranguer la foule. Mais il faut d'abord décrire la situation. Ils veulent rentrer dans le... Comment est-ce que on avait appelé ça? Comment est-ce que j'avais appelé cet endroit? C'est l'asile des pauvres, quoi. Le truc de la bouffe publique, quoi. Voilà, oui. Et donc, c'est un ancien temple qui est tenu par un vieux prêtre un peu bizarre dont ils se méfient, qui est accompagné de serviteurs cuisiniers. C'est pas très agréable de se faire servir par des serviteurs, mais bon. Qui a 2 prêtres avec lui. Et il y a une longue file de pauvres qui viennent chercher leur tambouille. Bien écrit. Et donc, Ver à viande, lui, se fait passer pour un blessé, mais il est vraiment blessé Oui, de la il est nuit. vraiment blessé. Donc il dit au secours, j'ai besoin d'aide, et le prêtre fait oui, amenez-le à l'infirmerie avec les autres. Et puis Moi, je suis derrière en train de dire. Proximo, il va à l'arrière, il essaye désespérément d'ouvrir la porte électronique, mais il rate ses sorts. Et Lamu et Yagun se disent il faut qu'on fasse une diversion. Donc on va chauffer la foule pour qu'ils s'attaquent à ce prêtre, et ils commencent à faire... Ils sont là. Oh, le gruau qu'on nous fait manger est vraiment dégueulasse. Oh, mais et vous avez vu, ils gardent les meilleurs morceaux pour eux. Hein. Eux, ils ont de la vraie viande, c'est incroyable. Et ils commencent à faire mousser la foule. Surtout que les joueurs avaient appris un truc capital, qui est que cette espèce de presbytère était sponsorisé par les nobles qui avaient abandonné la ville à son sort quelques années plus tôt. On a pu jouer là-dessus. Et donc ils ont joué là-dessus en disant oui mais regardez, voilà, ils vous ont abandonné, et maintenant ils vous jettent des miettes et tout. Et je leur demande de faire des jets. Ils réussissent bien. Et ils réussent bien. Et les pauvres commencent à se fâcher, à dire ouais c'est vrai, vous nous avez abandonnés, c'est à cause Et de pourtant, vous. des jets de commandement, ils n'avaient pas la compétence, c'est genre 12% de chance de À réussir. fond, à fond. Et ils réussissent. Et donc, commence une émeute au début, avec les pauvres qui prennent les louches et qui commencent à taper sur les prêtres et sur les serviteurs. Et pendant ce temps-là, il y a Ver à viande qui est dans l'infirmerie et qui se rend compte que le médecin soigne plus ou moins bien les blessés, mais surtout qu'il leur fait des scans, il leur fait des petits tatouages, enfin, il a un espèce de petit laser et il met un code barre sur tout le monde. Et il n'a pas envie, et donc il fait style, je me barre. Et il se fait capter. Les serviteurs infirmiers, qui sont des espèces, imaginez des zombies avec des scalpels au bout des doigts, le truc bien glauque, commence à le poursuivre. Donc il essaye de se C'est barrer méga glauque, ça. pour monter à l'étage et voir Oui. ce qui se passe à l'étage du bâtiment. Bon, moi, pendant ce temps-là, j'étais à l'arrière. J'arrive à m'introduire à l'intérieur parce que avec l'émeute, plus personne ne se rend compte de rien. Et on commence à se battre contre les serviteurs à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, voilà. Il y a un combat à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a le bras droit du... Le combat de Ver à viande était excellent parce que il fait style ouais je cours dans l'escalier, je monte, et puis alors je réussis le jet avec le serviteur, je dis ouais tu sens sa grosse main, bam, qui t'attrape et tu tombes, tu t'étales dans l'escalier, et puis alors au tour d'après j'essaie de lui envoyer des coups de pied dans la gueule, ah ça marche pas, il grimpe sur toi comme ça avec ses mains pleines de scalpels et t'es là genre ah. Donc il a un super flingue, Oui, il a commencé à il a le flinguer à bout portant. il a un Uzi et donc
il l'a flingué. C'est quand même résistant, les serviteurs, mais bon. Donc on a réussi à les avoir. Moralité, il y a un moment où Véraviande et moi nous retrouvons à l'intérieur. On commence à aller voir ce qu'il y a à l'étage. Ouais. Et il y a toujours Lamu et Yagun à l'extérieur. Ouais. On monte à l'étage. Une grille se ferme derrière nous. Ouais. On découvre un endroit avec plein d'expériences, Mhm. des trucs. En fait, vous voyez Alien 4. Voilà, la C'est salle comme ça avec qu'il nous le décrit. les bocaux avec des fœtus, des gueux, des numéros. Et je leur dis, voilà, vous êtes enfermés là-dedans maintenant. Et il nous dit. Et, je le fais ou tu le fais? Vas-y, fais-le. Et donc je leur dis, vous... ah oui, non, ça On le voit. a commencé parce qu'à un moment, la grille s'est pas fermée directement. Ils avaient réussi à voler la carte du prêtre en chef, qui évidemment était dans la salle histoire, le prêtre en chef. Il s'est barré, on l'a jamais eu. Déjà, il servait à manger les morts. Le gruau qui servait aux pauvres, c'était les morts en fait. Faut bien manger. Et, Et nous, donc, on en a mangé. quand le prêtre se rend compte qu'il va se faire buter et qu'il a perdu la partie, il se casse. Il va chercher les flics corrompus. Et donc Yagun et Lamu, qui étaient à l'extérieur dans l'émeute, en train de s'en donner avec leur joie, le voient partir en courant et commencent à le poursuivre. Donc ne reste plus dans le bâtiment, mais qui est dangereux, c'est la rencontre finale plus ou moins qui va arriver, Proximo et Véraviande. Et donc toi tu as la carte du prêtre, non c'était du prêtre qui était mort. C'était le bras droit en fait. C'était le prêtre qui était mort. Et il faut savoir que les deux prêtres, ils étaient en armure complète. Ouais. C'était pas évident. Bah ouais. C'est ça le prix de prêtre. Et donc, Gilus me dit, j'ai la clé, je vais ouvrir le bureau. Ouais. Et puis, une voix retentit dans le vocodeur, et c'est le boss des méchants qui est à l'étage, qui fait « Ah, c'est toi, Schmurblick ?» Et puis, Gilus fait « Oui. Ah, vous n'avez vraiment pas de chance, aventurier, parce que Schmurblix, j'avais un ospex greffé sous sa peau et je sais qu'il est mort. Maintenant, vous êtes mes invités, je vais vous montrer mon bébé. » Et là, boum, la grille se referme, et je le refais, alors ça retentit dans tout l'étage. « Bébé, réveille-toi bébé, et montre-leur comme tu es parfait. » Et là, je leur explique qu'il y a le gros réservoir rempli de fluide vert dégueu qui commence à se vider. Et j'ai vu que Gigi, il était dégoûté de ses styles. Putain, on va se friter le boss juste à deux. On n'a aucune chance, l'un de nous, elle est crevé. Mais quelque chose est arrivé. On se fout au bout du couloir, on sort nos armes. Là-dessus, il y a une espèce de mutant à 3 têtes et 4 jambes, je sais plus très bien. Enfin, une espèce Vraiment un énorme... purulent, dégueulasse. Un énorme Frankenstein obèse à 3 têtes. La chair flasque qui commence à arriver vers nous super fort, pas très rapide heureusement. Et donc on commence à le flinguer, ça marche pas très bien. Là-dessus, moi je me fous dans le coin d'une pièce avec mon petit pistolet. Je suis pas un très bon combattant. Hein. J'ai aucun pouvoir psychique qui peut marcher contre lui. Et je dis bon, je tire. Ah, je réussis mon jet d'attaque. Le jet de dégâts, si tu fais un 10 sur ton D10, ça peut devenir une réussite critique si tu fais un 10. Je réussis le même jet. Parce que les échecs critiques, faut pas les confirmer. Et les réussites critiques, faut les confirmer comme dans Donjons et Dragons. C'est très bien. C'est pas juste. C'est une très bonne chose. Moralité, je lui fais 23 points de dégâts avec un des 10. Ouais. Et le... Peut-être pas 23, j'exagère. Non, C'est genre 17. Mais le monstre encaissait bien, mais bon, il était pas... C'était une aventure de base, donc il n'était pas si puissant que ça, il était surtout là pour vous faire Et donc peur. tu me dis, j'arrive à descendre 2 têtes d'un coup, Mhm. avec mon petit pistolet. Et donc il a essayé de te mettre une claque, je sais plus si J'en t'as suis, blessé. j'en suis pris plein la gueule, Et mais celui-là je me suis défendu. Celui-là faisait beaucoup de dégâts. Et Gigi était derrière et le flinguait. Il ne m'a pas touché, heureusement. Parce qu'il tire bien quand même, heureusement. Au milieu de ces conneries. Et donc on arrive à la voir à 2. Et, oui. et ça c'est bien. Et ça c'est bien. On ouvre la porte pour que les 2 autres viennent nous aider. On commence à... Et entre autres, il y avait le prêtre qui avait appelé la police, mais c'était les bons flics qui arrivaient. Mais bon, ça c'est un détail. Mais bon. Si, ça viendra plus tard. Donc la toute fin, je ne sais pas vraiment comment en parler parce que ça rentre un petit peu dans l'historique secret de la mue, on va dire. Mais oui, non, on va pas raconter cette partie-là. Toujours est-il qu'ils sont tombés sur Nous, on s'est rendu compte de rien. le maître, le chef d'orchestre de toute cette machination,
qui a commencé un peu à les embobiner, machin. Qui est donc un technoprêtre. Voilà, qui est un C'est technoprêtre corrompu qui faisait des très expériences avancé. panettes. Et on retrouve le type, le drogué qu'on avait foutu dans la pièce d'à côté, on le retrouve là, avec les organes partout, mais toujours vivant. Mais oui, voilà, il avait été complètement décortiqué, il était complètement, enfin, mais encore vivant. Et donc finalement, bah, Lamu a tué l'hérétique. Attends. Ce que j'ai fait, c'est que il était là. Ah, mais je me rends. Oui, c'est vrai. Je vous ai fait le coup du méchant qui fait. Mais je me rends, moi. Et il faut pas nous prendre pour des cons non plus. On savait très bien qu'il allait. En plus, quoi, on allait lui attacher les mains, mais il a des espèces de méca d'entrée. Il a des tentacules à la Dr Octopus dans Spider-Man, tu vois. Ouais, enfin plutôt un petit peu des pinces de montres religieuses en fait. Dans le dos et tout. On dit non. Ok, moi j'utilise mon pouvoir. Donc lui il a un cerveau mécanique, il tombe à terre. On l'attache. Et Lamu le tue. Et ça, je ne peux pas en dire plus parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ah, moi je sais. Oui. Bon, je n'en parlerai pas. Ben non. Lamu le tue. Donc on ne le récupère pas. Mais chose importante, Veraviande récupère des morceaux dans le pied. En fait, le gars est éparpillé partout, on l'a tué. On n'aurait pas pu le soigner. Et je crois que c'était la chose la plus sympa à faire. Veraviande récupère tout ce qui coupe très bien, avec pour but de les foutre sur sa batte de baseball. On en reparlera plus tard. Moralité, on a battu le grand méchant, il y a un gros poulpe dans un bocal, on a un petit peu peur, mais on ne touche pas pour le moment. On descend, il y a les flics qui sont là. Rendez-vous, terroristes, on sait que vous êtes là. Je dis, est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit un petit peu? Si jamais on se rend, vous n'allez pas nous tirer dessus? Oui, c'est ça. Donc, c'est les flics d'un 40 000. Voilà. Ils sont pas très subtils. Moralité, j'arrive, je fais ah, vous allez nous arrêter? Inquisition. On avait rempli notre mission. Alors, nous sommes l'Inquisition, on est là dans une mission spéciale. Est-ce que vous pourriez ouvrir les grilles ici et aussi, est-ce que vous avez rattrapé le prêtre qui s'est enfoui? Non? Eh ben, allez-y. Et donc là, on a commencé à faire notre gueule à mort. Et tout le monde était là. Alors oui, votre armure, là, vous nous la donnez. Et on a commencé à vraiment... Vous avez fait les kings. On a fait les kings. Sachez que ça ne marchera pas toujours comme ça. Non, je sais. Mais je crois que là, c'était une bonne occasion. Et donc, on a réussi notre mission. Oui, plus ou moins. Oui, non, mais oui, vous avez réussi votre mission. Vous avez tué le méchant. Vous avez récupéré ses expériences panettes. On n'a pas récupéré le bras droit. On a dit aux flics de le retrouver, mais... Peut-être qu'ils ont réussi, mais ça, vous ne le saurez jamais. Et donc voilà, c'est ainsi que s'est terminée cette première aventure de Dark Heresy. Avec un certain nombre d'échecs critiques. Pas de point de destin perdu, pas de mort. Et ben voilà, en fait, donc on continuera, on est déjà plus loin dans les aventures. Et il va falloir laisser passer un peu de temps, parce que les aventures, elles ne se font pas en une séance. Non. Et comme celle-ci est encore assez longue, on va pas vous faire poireauter pour Histoire au coin du D20, on va vous raconter d'autres choses. Ouais. Je me rends compte qu'on a parlé de loup-garou ou pas? Toujours pas. On n'a toujours pas parlé de Il loup-garou. faudrait qu'on le fasse. Ouais. La bataille des pâles. Oui. Les pâles. Donc il y aura certainement un autre Histoire au coin des 20 avant la suite de cette aventure-ci. Juste pour vous un petit peu vous mettre l'eau à la bouche, dans les prochaines aventures, vous verrez un homme drogué qui se tire dans le pied. Déjà, voilà. Déjà il y a ça. Mais je crois que c'est tout. Et c'était très long. J'espère que vous avez apprécié cette petite aventure malgré tout, quand même avec son nombre d'échecs critiques. Et... Un nombre normal d'échecs critiques. Ah oui, au fait, un truc, retour vite fait en arrière. Quand on s'est retrouvé face au technoprêtre méchant, j'ai lancé un pouvoir psychique, j'ai fait un 9, qui donc 9 est le chiffre de Nurgle. Ah, oui, un 9 sur son D10. Pas un 9. Gilus n'a pas pondu un 9. Non. Sur mon D10, j'ai fait 9, c'est le chiffre de pas Nurgle, le Tsinch, qui est le dieu du chaos de la magie. Et donc j'ai été possédé par un démon. J'ai oublié ça.
Mais juste pendant un court instant. Donc je me suis transformé en démon pendant quelques secondes. Tout le monde a dû faire un jet de peur. Et il y en a qui se sont enfouis avant que le technoprêtre tombe par terre parce que malgré ça, mon sort a marché. Mais oui. Encore un petit échec critique, on va le rajouter. Là-dessus, je pense qu'on n'a plus qu'à vous dire. À la prochaine. Bye 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 bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.